Bienvenue dans la magie des énergies. Moi, c'est Célie. Je suis radiesthésiste, énergéticienne, passionnée par les énergies, les cycles lunaires, les symboles, les plantes, les vieilles traditions et tout ce qui nous relie à la nature. Mais si je devais me définir en quelques mots, je dirais tout simplement que je suis une petite sorcière lunaire. Alors non, rassure-toi, je n'ai ni balai homologué pour survoler les rues de Lens, ni chaudron géant qui mijote dans mon jardin, et je n'ai encore jamais transformé qui que ce soit en crapaud. Même si parfois, j'avoue, que certains l'auraient peut-être un petit peu mérité. Non, je plaisante. Enfin, on plaisante. Si j'aime me définir comme une petite sorcière, c'est parce que bien avant que ce mot ne soit associé à la peur ou au mal, il évoquait aussi des femmes qui observaient la nature, connaissaient les plantes, écoutaient leur intuition, soulageaient les autres à leur manière et transmettaient un savoir précieux de génération en génération. Pour moi, être une sorcière aujourd'hui, ce n'est pas lancer des sorts ni pactiser avec le diable. C'est juste cultiver la curiosité, prendre soin des autres avec humilité, écouter ce que la nature a à nous apprendre et garder une part de magie dans un monde qui en manque parfois un peu. Et c'est justement parce que le mot sorcière continue de fasciner autant qu'il effraie que j'ai eu envie de créer cette nouvelle série de podcasts. Car derrière les contes, les légendes, les chapeaux pointus et les chats noirs se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire qui s'est aussi écrite ici, chez nous, dans les Hauts-de-France. Une histoire faite de croyances, de peurs, de procès, d'injustices, mais aussi de femmes dont les destins méritent encore aujourd'hui d'être racontés. Alors, si tu es prêt à remonter le temps avec moi, installe-toi confortablement et partons ensemble à la découverte de l'origine des sorcières. Il y a quand même quelque chose que je trouve étrange. Quand on parle d'un sorcier, on pense tout de suite à Merlin, à Harry Potter ou encore à Gandalf. On imagine quelqu'un de sage, de puissant, même presque héroïque. Mais dès qu'on prononce le mot sorcière, tout change. On pense à la magie noire, aux malédictions ou alors au pacte avec le diable. Mais pourquoi ? Cette question, c'est Cédric, mon mari, qui me l'a posée un soir alors que je travaillais justement sur ce podcast. Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte qu'il mettait le doigt sur quelque chose de profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Pourquoi un sorcier inspire-t-il souvent le respect alors qu'une sorcière continue encore aujourd'hui à évoquer la peur ? Pourquoi ascensions-nous presque automatiquement les femmes à la magie noire alors que les hommes, eux, deviennent des mages, des druides ou même des enchanteurs ? Est-ce que cela a toujours été le cas ? Eh bien, figurez-vous que non. Et c'est précisément ce que je voudrais te raconter aujourd'hui. Parce que contrairement à ce que l'on imagine souvent, les sorcières ne sont pas apparues au Moyen-Âge. Et elles ne sont pas nées non plus sur les bûchers. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter incroyablement loin. Bien avant les châteaux, les rois et les cathédrales, jusqu'à une époque où personne ne savait encore écrire, où les villes n'existaient pas et où l'être humain vivait entièrement au rythme de la nature. Nous allons remonter jusqu'à la préhistoire. Oui, tu as très bien entendu, jusqu'à la préhistoire. Imagine un instant ce monde disparu. Autour de toi, il n'y a ni maison, ni route, ni lumière artificielle. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, la nuit devient totalement noire et le moindre bruit peut annoncer un danger. Les saisons dictent le rythme de la vie, les animaux peuvent nourrir tout un clan ou représenter pour lui une menace mortelle, et une longue période de froid suffit parfois à condamner un groupe entier à la famine. À cette époque, l'être humain ne possède pas encore les connaissances scientifiques lui permettant de comprendre les phénomènes naturels qui l'entourent. Pourquoi le tonnerre éclate-t-il soudainement ? Pourquoi la foudre embrasse-t-elle un arbre ? Pourquoi certaines personnes tombent-elles malades alors que d'autres restent en parfaite santé ? Et même pourquoi le soleil disparaît-il parfois en plein jour ? Toutes ces questions restent sans réponse. Alors,
Comme toutes les civilisations après lui, l'être humain observe. Il observe les animaux, les plantes, les étoiles, la lune, le vent et les saisons. Il apprend peu à peu que certaines plantes nourrissent, que d'autres peuvent apaiser, soulager ou guérir, tandis que certaines sont capables d'empoisonner. Il découvre que la nature est à la fois généreuse, puissante et profondément imprévisible. Et c'est probablement dans ce rapport intime au monde naturel que naissent les premiers rites. Les archéologues ont retrouvé des sépultures vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années dans lesquelles les défunts n'ont pas simplement été abandonnés, mais enterrés avec soin, parfois accompagnés d'outils, d'objets, de parures ou encore d'ocre rouge. Ce geste, qui peut sembler simple aujourd'hui, est pourtant extraordinaire, car il montre que nos ancêtres accordaient déjà à la mort une dimension particulière et qu'ils ne la considéraient peut-être plus uniquement comme un événement biologique. Ils cherchaient à lui donner un sens, à accompagner les disparus ou à maintenir, d'une certaine manière, un lien avec eux. Dans les grottes de Chauvet, Lascaux ou encore Altamira, les peintures rupestres témoignent elles aussi d'un univers profondément symbolique. Des bisons, des chevaux, des cerfs, mais également d'étranges silhouettes, mêlant parfois des caractéristiques humaines et animales, continuent d'interroger les chercheurs. S'agissait-il de récits, de croyances, de cérémonies, de rituels destinés à favoriser la chasse, à honorer les animaux, ou même à communiquer avec un monde invisible? Nous ne le savons pas avec certitude, et il est important de ne pas transformer nos hypothèses en vérité historique. Mais une chose apparaît clairement. L'être humain ne se contente déjà plus de survivre. Il raconte, représente, imagine et cherche à entrer en relation avec quelque chose qui le dépasse. Dans de nombreuses sociétés anciennes, certains individus semblent avoir occupé une place particulière. Nous les appelons parfois aujourd'hui des chamans, même si ce mot est bien plus récent et ne peut pas être appliqué indistinctement à toutes les cultures de la préhistoire. Leur rôle pouvait être essentiel. Accompagner les malades, célébrer les rites, interpréter les signes de la nature, utiliser les plantes et tenter de protéger leur communauté face à un monde souvent imprévisible. Il est alors important de comprendre une chose. À cette époque, personne ne parle encore de sorcières telles que nous les imaginons aujourd'hui, ni de magie noire et encore moins du diable, puisque cette figure religieuse n'existe pas encore dans les croyances de ces sociétés. Ces femmes et ces hommes ne sont donc pas encore considérés comme des sorcières ou des sorciers ayant conclu un quelconque pacte démoniaque. Leur savoir repose avant tout sur l'observation, l'expérience, la transmission et une connaissance intime de la nature et de leur environnement. Les siècles passent, puis les millénaires, et les premières grandes civilisations apparaissent. Chez les Égyptiens, certains prêtres peuvent être à la fois les gardiens des rites religieux, des observateurs du ciel et des détenteurs de connaissances liées à la médecine. Dans la Grèce antique, les oracles sont consultés avant certaines grandes décisions politico-militaires, car leurs paroles sont considérées comme des messages transmis par les divinités. Chez les peuples celtes, les druides occupent une place centrale dans la société, tandis que d'autres détenteurs de savoir utilisent les plantes, accompagnent les malades et transmettent leurs connaissances d'une génération à l'autre. Partout, les plantes médicinales occupent une place essentielle. Les cycles de la lune et des saisons rythment les cultures, les rêves sont interprétés, les divinités sont honorées et de nombreux rites accompagnent les grandes étapes de l'existence. Autrement dit, ce que nous appelons aujourd'hui magie fait alors partie de la manière dont ces peuples comprennent le monde, expliquent ce qu'ils ne peuvent pas encore saisir et tentent d'agir sur ce qui leur échappe. Puis, progressivement, un immense bouleversement s'opère.
le christianisme s'impose peu à peu comme une religion dominante en Europe. Les anciens cultes païens reculent, certains disparaissent, tandis que d'autres survivent plus discrètement, notamment dans les campagnes où les traditions populaires continuent malgré tout à être pratiquées et transmises. Pendant longtemps, ces différents univers coexistent, se mêlent et parfois même se confondent. On peut assister à la messe tout en allant consulter une guérisseuse lorsque les remèdes habituels ne suffisent plus. On peut prier Dieu tout en suspendant certaines plantes au-dessus de sa porte dans l'espoir de protéger sa maison. On peut évoquer un saint tout en répétant une formule ancienne transmise par une grand-mère. Car les mentalités, les croyances et les habitudes ne disparaissent jamais du jour au lendemain. Mais peu à peu, certaines pratiques deviennent suspectes. Et c'est ici que l'histoire bascule. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les grandes chasses aux sorcières ne se déroulent pas principalement au cœur du Moyen-Âge. Elles apparaissent surtout à la fin du XVe et se développent au XVIe et XVIIe siècle, dans une Europe profondément fragilisée par les guerres, les famines, les épidémies, les transformations politiques et les tensions religieuses. Lorsque tout semble s'effondrer, l'être humain cherche des explications, et bien souvent, il cherche également un responsable. C'est à cette époque que se développe et se diffuse plus largement l'idée d'une sorcellerie démoniaque, c'est-à-dire la croyance selon laquelle certaines personnes n'utiliseraient pas simplement des pratiques interdites ou des connaissances mystérieuses, mais auraient volontairement renié Dieu, conclu un pacte avec le diable et rejoint une véritable organisation consacrée au mal. Ce changement est fondamental, car ce n'est pas la sorcellerie qui naît à ce moment-là. C'est le regard que la société porte sur elle qui change complètement. À partir de cet instant, certaines pratiques de guérison, de croyances populaires, une réputation jugée inquiétante, un conflit de voisinage, une vie en marge ou le simple fait de ne pas correspondre aux normes de la société peuvent alimenter les soupçons et parfois faire basculer toute une existence. Une maladie inexpliquée? La mort d'un animal? Une récolte détruite? Un enfant qui tombe soudainement malade? Ou une succession de malheurs peuvent suffire à faire naître une rumeur. Et une fois la rumeur installée, il devient parfois presque impossible de l'arrêter. C'est ainsi que des milliers de femmes, mais aussi des hommes, verront leur vie basculer, même si les femmes représenteront la majorité des personnes poursuivies pour sorcellerie dans une grande partie de l'Europe. Certaines de ces personnes vivaient ici, dans les territoires que nous appelons aujourd'hui les Hauts-de-France. Leur histoire est parfois méconnue. Pourtant, elle appartient à notre patrimoine, tout comme nos mines, nos terrils, nos villes, nos églises et tous ces paysages qui portent encore les traces du passé. Et c'est cette histoire que je te propose de découvrir tout au long de cette série. C'est la fin de ce premier podcast où l'épisode s'appelle « Aux origines de la sorcellerie ». Je te remercie d'avoir voyagé dans le temps avec moi. J'espère que ce premier épisode t'aura permis de regarder les sorcières autrement, non plus seulement comme des personnages de contes ou de légendes, mais comme le résultat d'une histoire complexe dans laquelle se mêlent les croyances, la religion, le pouvoir, la peur, les bouleversements de la société et profondément la condition des femmes à travers les siècles. Dans le prochain épisode, nous quitterons les origines de la sorcellerie pour entrer dans l'une des affaires les plus célèbres et les plus terrifiantes de notre région, la Vauderie d'Arras, un procès qui marquera durablement l'histoire de l'Artois et au cours duquel des femmes et des hommes seront accusés, emprisonnés, torturés et condamnés. Nous découvrirons leurs noms, leurs visages lorsque l'histoire nous permet encore de les deviner, mais aussi le terrible mécanisme qui a transformé des rumeurs et des accusations en une véritable machine judiciaire. Alors, surtout, reste bien connecté, abonne-toi au podcast et active les notifications. Parce qu'après tout, n'oublie pas, je suis une petite sorcière lunaire, non? Et qui sait, si tu ne t'abonnes pas,
Il se pourrait bien qu'un petit sort te soit lancé. Non, je plaisante. Enfin, peut-être. C'était Célie, et tu viens d'écouter La magie des énergies.